Bonjour à tous. Je me présente, je suis Fabienne Arata, directrice générale d'Experis IT, qui est la SS2I de Manpower Group. Et je vous présenterai un petit peu plus tard ce qu'est Manpower Group. On n'est pas que du travail temporaire avec un casque de chantier sur la tête. C'est la raison pour laquelle on souhaitait venir vous rencontrer. Je vais présenter également l'équipe qui est présente aujourd'hui parmi nous. Donc Loïc Boisumeau, notre directeur des ressources humaines. Stéphanie Dusselier, qui est la directrice en charge des offres et tout ce qui est solutions innovantes et offres en incubation. Et pourrait nous poser des tas de questions sur les sujets un peu exotiques sur lesquels Stéphanie et son équipe travaillent. On a avec nous l'ensemble de notre équipe recrutement. Je vous expliquerai un peu comment on fonctionne, mais on a une équipe de recrutement pour nos besoins propres, mais également et surtout pour nos clients. Certains commerciaux et managers. Notre propos, il est également de vous expliquer un peu comment est-ce qu'on fonctionne et ce qu'on souhaite construire en termes de management un peu atypique. Voilà, donc certains managers seront là pour répondre à vos questions. Et puis, on a également deux consultants avec nous, Inda et Vincent, pour que vous puissiez également leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête sur leur expérience, leur métier, pourquoi ils aiment leur métier de consultant, pourquoi des fois ils en ont un peu marre aussi. Il n'y a pas de questions taboues. Le but de cet échange, c'est qu'on puisse apprendre mutuellement, que nous, on puisse vous donner quelques codes, quelques clés de fonctionnement d'une SS2I sur lequel vous souhaiteriez avoir des précisions. Et puis, on est aussi et surtout là, et de manière très égoïste, pour apprendre de vous. Il y a plus de 6 mois, enfin au mois de novembre, quand on a vu ce que l'école 42 faisait et la manière dont l'équipe ici et Nicolas souhaitait construire l'école 42, avec la possibilité d'offrir à des profils extrêmement variés, une capacité à apprendre et une capacité à désapprendre sur des technos qui sont très périssables, très instantanés. Ces nouveaux modèles pédagogiques, sans cursus, sans organigramme, pas forcément diplômants, mais en tout cas qui misent essentiellement sur votre capacité à partager votre savoir et à inventer des choses et à prendre votre destin en main. On s'est dit qu'on avait probablement, très certainement, des valeurs communes sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes, pour apprendre différemment, pour bouleverser ce qui existe et surtout pour aller chercher les meilleures compétences au bon endroit, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, quel que soit leur passé, quel que soit ce qu'ils ont envie de faire. L'importance étant de miser sur l'envie individuelle de travailler avec des gens avec lesquels on a une bonne connivence, de s'éclater tous les jours dans ce qu'on fait et de construire des choses un peu différentes. Bref, de faire bouger à notre mesure un certain nombre de stéréotypes et de provoquer un peu les événements. Donc quand on a vu ça, on s'est dit il y a forcément quelque chose à faire avec l'école 42 et on est ravis, un peu, alors ça va vous surprendre, mais tous un peu anxieux et un peu intimidés d'être devant vous parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer des étudiants avec votre profil, mais en tout cas on est très très contents. Le moment qu'on va passer ensemble va se dérouler de la manière suivante. On va vous faire une courte présentation pour vous expliquer qui on est, ce qu'on fait, surtout ce qu'on cherche à construire, parce qu'on est à un moment de notre histoire où en fait on est en train d'inventer quelque chose, et c'est la raison aussi pour laquelle on est ici aujourd'hui, cette capacité à inventer. Donc voilà, on va rapidement vous présenter ce qu'on fait. Le but aussi de cette première partie, c'est surtout d'avoir un échange et que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous voulez nous poser. On vous en posera aussi. Voilà, je crois que toute l'équipe a beaucoup de questions vous concernant. Et puis ensuite, deuxième partie, des entretiens ayant pour objectif de vous proposer des stages, soit chez nous, soit dans le groupe, soit chez nos clients.
Donc on a une vingtaine de propositions de stage, de vous faire passer des entretiens et ce sur quoi on s'était également entendu avec Nicolas, Virginie et Fabienne, c'était également que vous puissiez tirer également un enseignement de ces entretiens, qu'on puisse vous donner une bonne part de débrief et de coaching sur voilà, ton entretien il s'est bien passé, pourquoi, comment, voilà ce que tu devrais faire, et voilà quelles sont les clés, les règles, voilà, que vous ayez 2-3 réflexes et qu'à l'aune de cette rencontre, vous sortiez de là en ayant également, on l'espère en tout cas, appris 2 ou 3 choses sur comment se déroule un entretien. Voilà notre programme de l'après-midi. On va passer une courte vidéo. Et puis ensuite, je reviendrai sur les 4 points clés. Ingénieur d'études et développement senior Java J2E chez Experis IT, filière de Manpower Group. Et donc, je maîtrise Spring, les bases de données B2, et je travaille en intégration sous Jenkins et Selenium. Mes parents ne comprennent rien du tout, mais ils adorent. Mes copains comprennent mieux, et ils adorent aussi. Quand j'ai prononcé le mot Big Data devant ma sœur pour la première fois, elle m'a dit « un Big Data, une frite, un coca ». Il a fallu que je lui explique que je travaille chez EADS, chez Experis IT et non pas McDo, mais EADS, elle ne connaît pas non plus. Elle est vraiment relou, ma sœur. Tu sais avec qui j'ai déjeuné ce midi? C'était avec la chef de la chef de la chef de mon chef. Ça t'étonne, hein? Eh ben pas moi. C'est comme ça ici chez Experis IT. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, c'est une catastrophe. Je vais travailler à Laval. Et non, c'est une blague. Je vais travailler à Laval, mais au Laval, au Canada. Et toujours chez Experis IT. Elle est pas belle, la vie? C'était une courte introduction. On a choisi, on a un certain nombre de supports de communication, mais on a choisi d'utiliser celui-ci aujourd'hui avec vous, parce que vous l'avez certainement noté, c'était tourné avec Snapchat. Et je reviens sur l'idée du périssable, de l'instantané. On est définitivement aujourd'hui sur cette nature de compétences. Et ce que recherchent nos clients, ce qu'on recherche nous en SS2I, c'est avant toute chose des profils tels que les autres qui sont capables extrêmement vite de s'immerger dans un projet, dans la culture d'une organisation, d'une équipe, et de traduire ça en techno pour sortir le projet et puis ensuite de jumper sur autre chose. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ce support-là de com révèle bien l'esprit dans lequel on construit ce qu'on a à faire avec l'ensemble de l'équipe. Je vais revenir sur... et puis bon, vous avez vu les profils qui sont très variés et plutôt assez jeunes chez nous. Je vais revenir sur 4 messages que vous avez vus brièvement dans l'introduction. Le premier, Manpower Group. En nous rejoignant, nos consultants rejoignent avant toute chose un groupe de près de 6000 collaborateurs en France. Sur le monde, c'est plus de 22 milliards. En France, c'est 4,5 milliards. Principalement, historiquement, sur les métiers du travail temporaire. Et puis, il y a quelques années de ça, on s'est dit, notre savoir-faire, avant toute chose, ce qu'on sait bien faire, c'est aller chercher les profils les plus rares, travailler sur ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers qui sont compliqués pour nos clients à recruter, et les mettre en face du projet le plus approprié, non seulement au regard de ce qu'ils savent faire au moment où on cherche la mission, mais surtout au regard de leur potentiel et de ce qu'ils ont envie de faire dans les 2 à 3 ans qui viennent. Une fois qu'on s'est dit ça, où est-ce qu'il y a des métiers en tension et où est-ce que les sociétés, quel que soit leur métier, cherchent des compétences? Évidemment sur l'IT. Donc le groupe s'est diversifié sur l'ensemble des sujets IT et a travaillé pour construire une SS2I qui a pour ambition sur le monde d'être, et en particulier en France, d'être leader dans les 3 prochaines années, en tout cas parmi le top 10. Aujourd'hui, on représente en France, toute structure confondue, un peu plus de 170 millions sur les métiers de l'IT.
La vocation, c'est de doubler ça dans les 3 ans qui viennent. On est sur un marché, j'imagine que vous avez côtoyé ou approché ou lu ou vu ce que font les mastodontes un peu classiques du marché, les Capgemini, les Atos, les IBM, etc., etc. On est sur un marché où les approches sont très classiques et où la manière dont on travaille en équipe est très très structurée. Donc on s'est dit, voilà, si on veut être leader et si on veut être les premiers, il faut qu'on aborde les choses de manière radicalement différente, qu'on bouleverse un peu le paysage et qu'on arrive chez nos clients avec une approche qui change, et surtout en les écoutant. Et en les écoutant sur 2 problématiques. La première, la difficulté à trouver les bonnes compétences sur les nouvelles technos. Et là, je rejoins ce qui avait été à la genèse de la création de l'école 42. Et surtout, il nous faut des gens qui rejoignent nos équipes, qui sont immédiatement capables de comprendre et de se plonger dans nos équipes. Et c'est ce que les SS2I ne savent pas faire, ou en tout cas ne font pas, parce qu'elles sont sur un mode de fonctionnement historique, bien rodé. Et si je dois prendre une analogie avec ce que vous connaissez, voilà, comme on a des écoles aujourd'hui et des modèles académiques qui sont très bien rodés, avec des diplômes, des concours d'entrée, des cursus, mais à côté, on a l'école 42 qui arrive avec un modèle radicalement différent. Ce que cherche à faire Experis IT et en appliquant ce que veut faire Manpower Group, c'est exactement la même chose sur le métier de l'IT. Arriver avec une approche qui est très RH au sens ressources humaines et comment je travaille la relation et l'envie de faire sur les projets qui sont confiés. Voilà, on a la même approche très disruptive, très différente et un peu provocatrice. Et on s'est aperçu que quand on discute de ça avec nos clients, ils adhèrent immédiatement en disant « mais voilà, c'est ça qu'il me faut et j'ai envie de gens qui ont l'étincelle dans les yeux ». Voilà ce qu'on cherche à faire. Voilà en termes de chiffres. Aujourd'hui, on est tout métier confondu sur l'ensemble des activités IT en France, un peu plus de 1000, dont 400 sur les sujets qu'on va principalement traiter aujourd'hui, qui sont les sujets applicatifs et développement. Et on a démarré notre aventure il y a un peu plus de 18 mois, donc on avance extrêmement vite sur beaucoup de sujets. Voilà en guise d'introduction sur le premier point qui est ce qu'est Manpower Group et ce qu'on cherche à faire sur les métiers de l'IT. Deuxième sujet qui a été traité là dans le deuxième snapshot, les sujets techno sur lesquels on travaille. Alors évidemment, il y a tous les sujets classiques de design, de développement, de conception, de maintenance, donc toute la chaîne des métiers de l'IT, sur toutes les technos qui sont aujourd'hui chez nos clients et tous les langages que vous pouvez connaître ou allez connaître, allez apprendre ou allez désapprendre bientôt. Mais surtout, on a quelques sujets en incubation. En recherche. Je vais vous en citer 2. Le premier, qui est l'un des sujets sur lesquels travaillent les équipes de Stéphanie, et Nan pourra également vous en parler, où là, on s'est posé la question de comment coupler un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, que vous connaissez très certainement, qui sont des outils qui permettent de scanner tout ce qui se passe sur le web sur un sujet particulier, les blogs, les pages Facebook, etc., etc. Donc il y a ces outils chez Microsoft, il y a ces outils chez Salesforce, il y en a énormément. Comment est-ce qu'on couple ça avec des modèles d'analyse prédictifs et comment est-ce qu'on fait de la détection de signaux faibles? Et comme notre métier, c'est de travailler sur les RH, on s'est dit, ben voilà, on va essayer de travailler ça sur des sujets RH et en particulier comment est-ce qu'on peut détecter ce qu'on appelle les risques, enfin, employer un mot un peu barbare, mais les risques psychosociaux, c'est-à-dire tous les événements RH d'une entreprise qui font qu'elle va avoir des événements particuliers en fonction d'un changement, d'un projet, etc. Donc voilà, détection des signaux faibles appliqués au domaine des ressources humaines. C'est un gros sujet d'innovation. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important pour beaucoup de comités de direction dans beaucoup d'entreprises. Une petite, on va dire, déviance de ce modèle. On est également en train de regarder comment est-ce qu'on peut l'appliquer sur des sujets dits de salles de marché.
Ça serait pas mal si des analystes pouvaient avoir en même temps que leur écran Bloomberg 2-3 tendances de signaux faibles sur des rumeurs qui peuvent se passer. Et ça, quoi de mieux que de scanner en permanence ce qui se passe sur les blogs, sur Facebook, sur etc., Twitter, et d'anticiper les buzz qu'il peut y avoir sur telle ou telle marque, et donc derrière le cours de l'action. Voilà, 3 sujets un peu comme ça. On a cette même nature de sujet sur des modèles de stats ou sur du dev pour de la recherche sur des biotech. Voilà, là je vous cite 2-3 sujets de recherche qu'on mène conjointement avec nos clients et qui peuvent être, je pense, passionnants pour beaucoup d'entre vous, au-delà bien évidemment des sujets très classiques de dev. Voilà. On a là aujourd'hui, je pense que vous le verrez avec les chargés de recrutement, un client qui fait du gaming et qui traite tout ce qui est paris en ligne. C'est un client d'Emmanuel, il pourra vous en parler. Qui nous a dit, quand on lui a dit hier qu'on était chez vous, il nous a dit mais moi je saute sur l'occasion si je peux avoir des étudiants de l'école 42 qui viennent bosser sur mes sujets de paris en ligne et de modèles de comportement. Voilà. Donc pas mal de sujets très sympas comme ça. Ça c'était le deuxième point que je voulais partager avec vous. Le troisième, je pense que vous aurez l'occasion plutôt de le vivre. C'est la manière dont on travaille ensemble dans nos équipes et un modèle de management qui a pour vocation d'être radicalement différent parce qu'avant toute chose, on pense que sans la confiance et sans une envie partagée, une relation classique collaborateur-employeur n'a plus de sens maintenant. Et en tout cas, nous, l'équipe de management et l'ensemble des équipes RH, on n'a pas du tout envie de travailler dans ce genre d'environnement. On a tous, par rapport à vous, un âge relativement avancé. Et à nos âges, on se dit qu'on n'a plus envie de ça, qu'on a envie de choses un peu nouvelles et de nature de relations dans l'entreprise qui soit sincère, qui soit avant tout fondée sur la bienveillance. Quand je dis bienveillance, ça veut dire, alors je pense qu'ils pourront vous le raconter sur la base d'expériences vécues. On peut s'engueuler, on peut même crier un peu fort. On peut tous dire, on doit tous dire. L'important, c'est de se le dire et d'assumer ce qu'on dit. Voilà. Donc, si vous devez retenir une chose sur notre mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement de l'équipe, c'est ça. Pas de tabou. Il y a une hiérarchie de fait qui existe et voilà, il faut que ça fonctionne. Mais néanmoins, qu'on s'adresse à moi, qu'on s'adresse à Emmanuel qui est patron de BU, qu'on s'adresse à Loïc qui est DRH, on se dit tout. Porte fermée, une fois qu'on s'est mis d'accord, on assume ce qu'on a dit. Voilà. Et c'est un fondamental. Et de cette manière-là, on évacue les non-dits, les sournoiseries politiques, les consensus mous dans lesquels, en tout cas nous, de manière très égoïste, on n'avait pas du tout envie de fonctionner. Alors c'est un peu iconoclaste. J'ai Jacques Olivier qui est ici parmi nous, qui est en charge des relations extérieures et des relations publiques pour le groupe, qui n'a pas forcément l'habitude de voir tenir ce discours en public, mais il sait pertinemment la manière dont on fonctionne et c'est vrai que ça perturbe un peu parfois chez nous. Ça, c'était le troisième point que je voulais partager avec vous. Le quatrième, vous l'avez vu, et je pense que vous pourrez le partager avec nos consultants. Avant toute chose, Manpower Group et Experis IT est un groupe mondial. Donc, nos métiers de l'IT sont déployés sur plus de 80 pays dans le monde. Nos consultants ont des opportunités de pouvoir aller travailler, alors aujourd'hui principalement sur le Canada et sur les US. Pourquoi ? Parce qu'on a une grosse entité qui travaille sur les biostats et qui était la première à être montée en France et au Canada. Donc on a un historique avec le Canada. Mais on a pour nos clients un certain nombre de demandes de missions à l'étranger. Donc ça peut également intéresser potentiellement certains d'entre vous. Donc ça me paraissait important que vous ayez ça à l'esprit, que vous puissiez également interroger l'équipe là-dessus. Voilà très brièvement ce que je voulais partager avec vous. Je vais passer la main à Leïla pour qu'on ait maintenant un échange et que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous voulez et puis aussi qu'on puisse vous en poser un certain nombre. Voilà.
Donc bonjour à tous, il y en a que j'ai vu un petit peu avant le début. Alors déjà comme disait Fabienne, je souhaitais le redire, on est vraiment ravis d'être ici. En l'occurrence avec Delphine, si tu peux te lever. Donc qui travaille avec nous à la communication, au marketing, on a organisé l'événement. Et je peux vous dire qu'en interne, on a eu beaucoup de mal à pas ramener tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se sont limite battus pour venir et on a dû faire appel au directeur pour... Pardon. Ici c'est bon ? Faut faire une croix sinon. pour ramener une équipe optimum. Ce que je vous propose, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Ne soyez pas timide. Oui. Merci. On nous a envoyé quelques offres que vous alliez proposer tout à l'heure, ou je ne sais pas trop. Oui. J'ai vu qu'il y avait 3 offres en Big Data. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur les technos qui doivent être utilisés, ou alors c'est complètement libre? Alors, plus d'informations, c'est Stéphanie qui va pouvoir vous répondre sur ce sujet-là. Ça tombe sur moi. Alors, en fait, à l'heure actuelle, on travaille avec 3 partenaires éditeurs qui sont Microsoft, Salesforce et SAS. Après, globalement, dans notre approche sur les offres en incubation, on n'est pas fermé. Donc, si durant le stage, vous avez des idées sur des nouvelles technologies qu'on peut exploiter, là-dessus, on n'est pas du tout fermé. Voilà. Donc, on a quand même ce partenariat-là avec ces 3 éditeurs, c'est important pour Experis, mais on peut très bien développer d'autres modèles qui permettent justement de compléter les offres autour de ces éditeurs-là, qui ne sont pas spécialement les leurs. Par exemple, on va pouvoir coupler, je ne sais pas, du Salesforce avec du SAS, par exemple, parce que Salesforce n'est pas... ou de l'informatica, par exemple. Pourquoi pas? Mais après, ça peut être du développement pur sur des algorithmes sur lesquels vous aurez travaillé parce que vous trouvez ça super intéressant et que vous souhaitez vraiment, du coup, enrichir ce qu'il y a aussi sur le marché. D'accord, merci. Donc oui, juste pour reprendre le propos de Stéphanie, sur le petit fascicule de stage qu'on va tous vous remettre, vous allez avoir une différenciation. Vous avez des stages en interne et des stages en externe. Tout ce qui est externe, c'est plutôt pour nos clients. Fabienne, vous en avez parlé, vous avez cité un exemple. Tout ce qui est interne, c'est vraiment pour nos besoins. Et sachant que c'est sur le pôle d'incubation, donc vraiment, on va plutôt rechercher des personnes qui vont être force de proposition, qui vont être curieuses, qui pourront nous donner en fait les outils aussi pour arriver peut-être à un résultat différent de ce qu'on avait imaginé au début. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ne soyez pas timide. Je vois qu'il y a une jeune fille. Ça me fait plaisir, j'avais peur qu'il n'y ait pas du tout de jeune fille. Est-ce que tu aurais une question ? Peut-être après ? D'accord. Donc dans ce cas, ce que je vous propose, c'est de passer le micro à nos consultants, donc Inda. Bah, lève-toi pour que tout le monde puisse t'identifier. Et Vincent, qui vont nous présenter leur parcours, donc honneur aux dames. Je pense que Inda va prendre la parole. Non, mais Vincent, on peut le faire à deux en fait. Ou alors, oui. Bon, je me mets sur la petite croix. J'imagine. Laisse un peu de place pour Vincent. Ok, c'est bon. Vas-y Vincent, je te laisse la parole. Bonjour à tous, déjà. Alors, ouais, on va se présenter vite fait. Donc, moi, je suis un produit d'université. Je viens d'Orléans, donc j'ai fini mes études universitaires à Paris et j'ai fait un doctorat en entreprise ensuite. Et sur les notions d'intelligence artificielle, donc qui vont se rapprocher un peu du big data. Après, je suis parti en SS2I parisienne, là sur des missions très diverses où j'ai pu exercer un petit peu mon côté scientifique et puis sur du dev et de la gestion de projet, enfin différentes choses. Et je suis revenu sur Orléans pour des raisons familiales ensuite parce que je viens de là-bas. Donc voilà, et je suis maintenant chez Experis IT depuis que ma petite boîte SS2I d'Orléans a été rachetée. Voilà, donc depuis maintenant 1 an à peu près, j'officie sous la bannière Experis IT. Voilà. Alors Inda, bonjour à tous. Alors moi c'est l'opposé de mon bras droit, de mon bras droit, Vincent. Alors moi j'ai un parcours complètement hors norme. Me concernant, j'ai juste le bac, qui n'avait rien à voir avec l'informatique. J'ai un bac de l'époque, même si on n'est pas vieux, qui s'appelait G3, donc c'était le bac poubelle de l'époque.
Voilà. Pareil, en fait, j'étais en province et je suis venue en région parisienne pour du travail. Hein. Et ma toute première société, donc c'était le groupe Capgemini, donc qui est assez connu également sur le marché. Voilà, donc j'ai atterri dans le monde de l'informatique, mais vraiment par pur hasard. Et j'ai eu la chance d'avoir intégré donc un grand groupe à l'époque, hein, et qui m'a fait confiance et qui m'a permis d'évoluer en fait sur le poste dans lequel je suis actuellement, donc à savoir chef de projet transverse. Donc moi, contrairement à mon bras droit, je suis pas du tout technique, hein, je suis purement fonctionnelle. Hein, mais Experis IT m'a fait confiance parce que après sur les approches des profils divers et variés, donc ça peut aller du bac comme moi à des personnes qui ont des doctorats, qui sortent des écoles d'ingé, enfin c'est vraiment divers et varié. Et pareil, donc on intervient chez des clients, notre directeur de BU avec le commercial, hein, à qui j'appartiens, on va dire entre guillemets, voilà. Voilà, ou on peut me prêter à d'autres services, voilà. Donc ils sont chargés donc de trouver les missions qui sont en adéquation en fait avec nos profils. Hein. Donc on dit ce qu'on veut faire, hein, ce qu'on veut pas faire, et comme disait Fabienne tout à l'heure, donc c'est vraiment sur une relation de confiance. Hein, jusqu'ici, j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Et puis voilà, me concernant. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos consultants? Non? Je vois qu'il y a une hésitation. Prends ton temps. Est-ce que vous connaissez un peu le métier? Est-ce que vous savez ce que fait un consultant tous les jours? Me concernant, en fait, je vais parler essentiellement d'un des clients chez qui j'ai travaillé, donc c'était SFR. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait plus vous correspondre? Les box. Bon, voilà. Chacun a son opérateur de téléphonie hein, chez lui, enfin, je suppose. Ici, c'est Free, forcément, je pense. Voilà, donc il y a des évolutions qui sont apportées derrière les box, hein, enfin, concernant les mosaïques, les vidéos, les VOD, le game on demand, etc. Donc moi, ma fonction était de travailler avec les ingés, en fait. Hein, donc je suis vraiment pas technique. Donc faire redescendre le message des ingés pour faire évoluer en fait ces plateformes de services hein, pour le client final. Donc ça, c'était une des parties. Game on Demand, pareil, hein, les jeux en ligne. Donc c'était intégrer, travailler avec des intégrateurs pour faire évaluer les catalogues, les offres de jeux, etc. Donc vous concernant, donc c'est toute la partie technique. Hein, et moi, je suis la partie qui va coordonner en fait tous les intervenants, la technique avec le client, tout simplement. Donc mettre en place le service final. Je sais pas si je suis claire. La partie avec qui il faut bien s'entendre. Tout à fait. Voilà. Me concernant, donc après, toi, c'est un peu plus spécifique. Hein. Alors moi, je peux vous parler de plusieurs types d'expériences que j'ai eues en tant que consultant, des expériences de mission plutôt au forfait, c'est-à-dire avec un engagement de résultat dans des délais particuliers, donc ça, chez des clients ou en plateforme. Au siège mère de la CS2I. Donc là, ce sont des missions que j'ai connues qui étaient plutôt courtes, plutôt intenses, puisque dès lors qu'il y a un engagement de résultat, c'est assez intensif. Et c'est pour moi, c'est quelque chose qui m'a assez challengé, où j'ai appris beaucoup. C'était assez intéressant. Je pense que ça correspond assez bien avec l'état d'esprit qu'il y a dans l'école, là, j'ai l'impression. Vous allez me dire. Et puis j'ai aussi connu des missions qu'on appelle en régie plutôt. Donc là c'est plutôt chez le client. On est détaché chez un client donc, et on travaille pour lui comme un salarié un petit peu. Où là on s'intègre dans l'équipe du client. En général il y a quand même pas mal de prestataires autour, hein, parfois même de la même entreprise. Voilà. Où donc là alors ça varie beaucoup des clients. C'est des missions qui sont un peu plus longues généralement et en général peut-être un peu, enfin moi ce que j'ai connu en tout cas un petit peu plus calme, voilà. Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre de ces expériences, de ce type d'expérience, n'hésitez pas. D'autres questions? Alors ça c'est en fait c'est à la réponse de l'appel d'offres. En fait, quand il y a un appel d'offres d'un client sur une mission, ils ont quelque chose à faire, à réaliser. Donc les différentes sociétés font une réponse à l'appel d'offres, qui est une description du besoin en quelque sorte, plus ou moins précise. Et donc c'est à ce moment-là que chaque société fait son chiffrage en disant alors le délai ça peut être une contrainte dure, mais pas forcément, ça peut être quelque chose d'aménageable plus ou moins, ou négociable. Ensuite voilà, il faut si c'est par exemple c'est une contrainte dure, tout le
challenge de la réponse à l'appel d'offres, ça va être de dire, voilà, dans ce délai-là, on est capable de vous fournir raisonnablement cette qualité-là, dans ce périmètre-là. Alors peut-être qu'il y a des choses à préciser, à mettre dedans, à mettre hors du périmètre. C'est un exercice difficile, le chiffrage et cette prévision, en fait, parce qu'on ne connaît jamais tous les aspects de la mission, en fait. Hein. Le besoin, le cahier des charges a beau être assez complet, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là, c'est toujours un peu compliqué à chiffrer. Bon, bah, après, c'est le jeu quand on remporte la mission. Après, il faut tout faire, il faut se démerder pour que ça rentre dans les délais et avec la qualité prévue. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. En fait, ça va être le rôle de chef du projet. Donc le chiffrage, qui on va monopoliser pour faire avancer, voilà, on va dire, pour faire avancer le projet. Et s'appuyer donc avec des personnes techniques, hein, leur dire, voilà, le client demande ça, à combien de temps tu estimes, tu estimes que ça va prendre. Enfin, je pense qu'ici aussi, vous fonctionnez en mode projet, hein, si j'ai bien compris, l'école 42, on vous donne un projet, on vous dit, bon, bah voilà, vous avez 5 jours pour le faire. Donc soit par affinité ou soit... on vous a mis avec des gens un peu à titre aléatoire. Donc c'est exactement le même fonctionnement. Donc, mais là, par contre, c'est en termes de... Dans une société, ils ont un besoin, ils ont une expression, enfin, faire évoluer leur service. Et après, on voit avec les personnes, peut-être vous ou... Voilà, la petite différence peut-être avec ce que vous vivez vous. Donc j'imagine que quand on vous donne un projet, donc vous avez une deadline, ça dure 2 mois, ça dure tout ça, et vous avez une équipe définie. Donc là, c'est un peu l'idée d'une mission au forfait. Après, il peut y avoir des aménagements si on voit que finalement, dans un cas réel, les besoins sont vraiment demandent beaucoup plus de ressources. C'est presque une histoire de négociation. Est-ce qu'on peut ramener plusieurs personnes sur le forfait en plus, et négocier avec le client pour voir si, parce qu'il y avait telle et telle chose qu'on n'avait pas vue, etc. Ça fait partie aussi des choses de la vie d'un projet, en fait. C'est jamais un long fleuve tranquille. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça, en tout cas. C'est jamais un truc qui va se dérouler tel que prévu exactement. Donc, il faut être réactif, il faut essayer de s'adapter en permanence, en fait. Et en général, ça finit bien. Donc, n'ayez pas peur de l'avenir. C'était ça ta conclusion? Oui, voilà. En fait, c'est ce que vous faites là, mais Absolument. après, dans un autre environnement, simplement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Inda et Vincent? Ou alors, est-ce qu'ils peuvent aller s'asseoir? Non, c'est bon. Vous avez d'autres questions sur comment se passe le chiffrage d'un projet, etc. Non, mais l'auditoire. Hein. Oui? Pardon? Comment ça se passe pour le chiffrage? Dans ce cas, Stéphanie, qui va vous expliquer, en fait, qui fait aussi de l'avant-vente chez Experis IT. Donc, en fait, Stéphanie, je te laisse ma place. Vous me voyez bien. Hein. En fait, dans nos structures, on est organisé où il y a des services qu'on appelle les opérations. Les opérations, ce sont des consultants techniques et fonctionnels qui vont être en transverse sur les différents métiers et qui vont en fait aider les différents métiers à gagner des appels d'offres. Donc, on a chacun une expertise spécifique. Par exemple, moi, j'étais consultante sur du CRM. Donc du coup, quand on avait toute la démarche avant-vente qui se mettait en place, donc le client voit l'appel d'offres, on va le lire, on va le décortiquer, on va poser des questions, on va commencer à lister toutes les fonctionnalités. Ensuite, on fait intervenir des avant-ventes techniques, donc qui maîtrisent totalement les technologies, les produits, et qui vont prendre point par point et faire des estimations avec des métriques particulières sur un dev.net, un dev simple, je dis n'importe quoi, hein. Ça va être 3 jours, complexe, on va le mettre à 8, je vais mettre 20% de risque parce que le besoin était mal exprimé par le client. En fait, on va travailler sur des métriques et des tableaux spécifiques qui nous permettent à la fin d'avoir un chiffrage complet en rajoutant bien évidemment de la gouvernance, de la gestion de projet, toute une partie donc toute la partie pilotage qui nous permet à la fin d'avoir, je sais pas, 200 jours, 500 jours, 800 jours. Et du coup, après, on va aller défendre cette offre-là auprès de notre client, ce qu'on appelle les soutenances. Donc, on va soutenir, même nous... Aujourd'hui, à notre âge, on continue d'aller faire des soutenances assez régulièrement. Donc, on va présenter notre dossier, on va le défendre, on emmène les bonnes personnes, donc des fonctionnels, des techniciens, des chefs de projet. On débarque généralement à, un peu moins qu'aujourd'hui, mais entre 5 et 8 personnes pour aller justement défendre cette offre-là et prouver qu'on est les meilleurs, qu'on a la meilleure maîtrise, tout simplement. Comment vous travaillez, vous, aujourd'hui? Comment vous faites pour coter quand on vous donne un projet? Comment vous faites? Vous faites au pif?
D'accord. Alors nous aussi, on peut se retrouver dans ce type de cas. Par exemple, le client nous dit mon besoin c'est ça, mais par contre j'ai un impératif, il faut que dans 3 mois ce soit sorti. Donc c'est ce que Vincent vous expliquait, c'est qu'en fait nous on va faire la démarche, on va prendre une démarche différente. On va dire ok, nous voilà dans les 3 mois, voilà ce qu'on est capable de vous livrer. D'accord. Donc du coup, on va vraiment définir un périmètre bien précis. On va travailler avec lui pour bien comprendre quelles sont ses priorités. Et donc, sur ces 3 mois-là, on va livrer une première brique. Et le but, après, c'est de travailler par lot. Donc, on rajoutera des fonctionnalités au fil de l'eau. Mais c'est pas évident parce que c'est toujours un peu touchy de travailler comme ça. Puis, il faut faire monter pas mal d'équipes parce que les délais sont tenus. Mais c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. C'est très intense, toute la notion de projet, d'une façon générale. Évoque, ça c'est avant qu'on signe et avant qu'on gagne le projet. Après, il y a la phase compliquée de production où évidemment le client il rajoute des trucs et des machins et des bidules et il veut ci et là et autre chose et ils ne sont pas compris et vous m'avez vendu ça mais c'est pas ce que je voulais. Et donc tout le job du chef de projet, il faut que ça soit quelqu'un qui ait les nerfs un peu solides, consiste à bien garder le client sur tu m'avais dit que tu voulais ça et pas autre chose. Donc tu m'avais dit que tu voulais ça, je te chiffre ça et je te fais ça. Mais si tu veux autre chose, je peux te le faire. Mais c'est pas le même délai, c'est plus le même prix. Voilà. Donc, la phase de production en termes de gestion des projets, de gestion du calendrier, de la charge et surtout du chiffrage, elle est aussi compliquée en production qu'en avant-vente. Donc, le chiffrage et la profitabilité d'un projet, il se fait au moins autant en production qu'avant d'avoir signé le contrat. C'est un point, ces méthodos de chiffrage et de développement qu'évoquait Stéphanie, c'est un point sur lequel on a rapidement échangé avec Nicolas Sadirac quand on préparait la journée d'aujourd'hui, où effectivement, toutes les SS2I, et nous y compris, on travaille encore sur des méthodos très classiques de voilà, j'ai des specs, je fais spec fonctionnel, après je passe au spec technique, je passe en mode tunnel et je développe, et un jour peut-être j'ai le livrable. Et ça représente encore 75% des projets et des situations, surtout sur les gros projets de RP. Néanmoins, vu le rythme d'implémentation des projets chez les clients et vu les nouvelles technos, et ce sont maintenant des projets instantanés, hyper courts, de la même manière qu'il faut faire péter un certain nombre de modèles, les méthodos de développement classiques, il faut aussi les faire péter, sauf que nos équipes ne les maîtrisent pas complètement, et surtout les équipes clients. On a en face de nous des équipes clients et des chefs de projet clients qui ont été biberonnés à spec technique, spec fonctionnel, livrable, validation, test, recette, trucs voilà, qui durent des années, pendant lesquels on s'écharpe. Et au final... les gens du métier qui attendent quelque chose, ils ne voient rien venir. Et ça, de moins en moins, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est la raison aussi pour laquelle vos profils nous intéressent. Parce que ce que j'ai compris de Nicolas, c'est que vous appreniez autre chose. Oui. Elle est appliquée. Alors, je vais passer la main à Emmanuel, qui a beaucoup de consultants qui travaillent en mode agile dans ses équipes. Alors, elle est appliquée sur certains produits. On parlait typiquement de Salesforce ou de certains modules de Dynamics chez Microsoft. Sur des produits de cette nature-là, on travaille effectivement comme ça. Sur des projets qui sont encore quand même monnaie courante chez les clients, qui sont et du SAP et de l'Oracle, etc., c'est encore beaucoup de méthodos classiques. Donc rapidement sur les méthodes agiles, puis je laisserai la main à Stéphane qui en parlera mieux que moi, s'il arrive à être synthétique, parce qu'il peut vous en parler très longtemps. Les méthodes agiles, donc on travaille sur des méthodologies Scrum, on a fait de l'XP aussi, et on a beaucoup de demandes sur ces sujets-là dans le domaine des télécoms notamment, et dans d'autres domaines. Et donc c'est des sujets qui nous intéressent parce que c'est de nouvelles méthodes de développement et qui se mettent beaucoup en place chez nos clients. Donc on va de la phase d'audit, savoir si on peut la mettre en place chez le client, jusqu'à la réalisation et jusqu'à la mise en œuvre et la mise à disposition des équipes, du Scrum Master et des équipes de développement. Stéphane, tu veux compléter un peu? J'ai demandé est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'a dit Emmanuel? Ah, je sens quelqu'un qui a peut-être une question. Non? Oui. Alors Scrum, ben, Scrum c'est une des méthodes agiles, le Scrum.
comme Extreme Programming sur lequel a parlé Emmanuel. Donc c'est une des méthodes agiles. Si on prend le Scrum, donc Stéphanie parlait tout à l'heure de, ou c'est Fabienne, je ne me rappelle plus, sur ces phases de projet qui prennent énormément de temps, c'est-à-dire les phases de spécification, les phases, enfin on va dire déjà les phases d'analyse de besoins, les phases de spécification, les phases de développement. Sur la méthode agile, en fait, toutes ces phases de développement, c'est-à-dire le cycle V, est-ce que vous connaissez tous le cycle V? Je suppose que oui. Ben, tous ces... comment je vais vous expliquer ça? Il y en a qui ne connaissent pas le cycle V? Pas tous? Bon, en étant très concis, le cycle V, ça va être l'ensemble des phases du projet, c'est-à-dire une phase descendante qui va partir tout simplement déjà du besoin, de l'analyse d'un besoin, la spécification de ce besoin, spécification à partir des spécifications générales, des spécifications détaillées, c'est-à-dire des spécifications techniques, les phases de développement, de validation du besoin et de la recette. C'est-à-dire qu'au départ, on a un besoin, on va jusqu'au développement, et après le projet est fini, on a bien livré ce qui avait été spécifié exactement au départ. Ça vous parle la recette? D'accord. Donc sur le cycle V, en fait, spécialement en Scrum, c'est plein de petits cycles V. C'est-à-dire que sur un projet, on va tout d'abord développer, en accord avec un client, avec un product owner, on va développer les premières... comment je pourrais expliquer ça? Briques. Ouais, les briques les plus importantes. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple tout simple. Moi, je prends toujours l'exemple de la machine à laver. C'est-à-dire que vous avez une machine à laver. Avant qu'une machine à laver aille laver à 32... C'est imagé, hein, je vous préviens. Avant qu'une machine à laver aille laver, par exemple, à 30 degrés, laver le blanc, les couleurs, à 90 degrés. Mais imaginons que le client, déjà au départ, va vouloir que sa machine à laver lave à 30 degrés. Donc on va faire un premier cycle projet. Ça va permettre aussi de pouvoir prioriser les fonctionnalités que veut le client. Donc on va faire un premier projet, c'est-à-dire que sur un cycle, on va faire en sorte que la machine, ça soit un produit qui fonctionne, mais un produit qui n'est pas complet. Donc à chaque fin de sprint, sur le premier sprint, la machine va laver à 30 degrés. Sur un cycle V classique, il peut arriver qu'on prenne l'ensemble de ces fonctionnalités, 30 degrés, 60 degrés, on fasse tout en même temps, et on se rend compte qu'à la fin du projet, il y a souvent des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a ce delta que parlait Stéphanie, ce risque que on ait un produit qui ne soit pas complet, qui ne marche pas. Et en plus, comme le cycle a été très très long, le client, il se peut que par exemple dans 2 ans, le client il ne veut plus que la machine lave à 60 degrés, ça ne lui sert à rien du tout. Donc ça permet de prioriser déjà les besoins du client et livrer à chaque fin de sprint vraiment un produit qui lui convient, le produit qu'il veut. Déjà ça vous parle qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre info? En fait l'objectif des méthodes agiles, ça va être vraiment ça va être vraiment en fait de définir un besoin ultra précis sur un socle qui peut être existant ou qui a déjà été développé, comme un framework par exemple, et on va les développer très très rapidement. C'est pour ça qu'on rentre dans les phases qu'on appelle le sprint, parce qu'en fait les équipes elles ont un temps très très court pour pouvoir livrer, tester. Du coup, on livre à notre client, le client prend en main la plateforme, lui teste de son côté, et nous on relance un cycle. Donc on va vraiment prendre fonctionnalité par fonctionnalité par fonctionnalité, et au bout du compte on va se retrouver avec une application complète qui sera livrée, testée par le client. Et en plus, ce qui est très important dans ces méthodes-là, et c'était vraiment ce qui était recherché, c'est qu'on évite ce que Fabienne vous disait tout à l'heure, l'effet tunnel, où on attend vraiment que le développement sorte au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an. On enlève cette frustration parce que le client, en fait, voit quasiment en temps réel l'évolution de sa plateforme. Donc il se connecte et il peut tester une fois qu'on lui a dit c'est bon, on a livré, vous pouvez y aller. Donc il voit en fait que sa plateforme évolue, que les fonctionnalités arrivent au fil de l'eau. Il n'a pas cette frustration de dire waouh, les premiers projets qu'on faisait vraiment en mode tunnel, ils attendaient 6 mois, puis un jour on leur disait au fait on a fini, et puis ils testaient, en fait ça ne marchait pas quoi.
Même si nous, on avait testé à notre façon, un client ne teste jamais comme un technicien. Jamais, jamais, jamais. Il teste, lui, il appuiera partout, il cassera le truc. Alors que en bon technique, comme on sait ce qu'on a fait, c'est très rare qu'on arrive à casser notre jouet. Ça, c'est vraiment important. Pour répondre à ta question, les clients, enfin moi où j'étais avant, on avait un environnement de pré-prod, ou une plateforme de dev, donc qui te mettait à dispo des backends, des machines, des serveurs. Donc tu faisais ta petite tambouille interne, tu regardais comment ça fonctionnait, et après en fait ils balançaient en prod. Donc c'est pas directement du dev au développement, enfin à la prod. Donc il y a quand même il y a des clients qui mettent à disposition les moyens pour pouvoir avant faire les tests en pré-prod dans un environnement ISO. Maintenant, nous, chez Experis, on a expérimenté, on n'a pas, c'est pas spécialement une méthodologie, mais en fait, on part de solutions existantes. Je vais vous parler par exemple sur les technologies Microsoft. On travaillait sur le portail SharePoint. Je ne sais pas si ça vous connaissez. C'est tout ce qui est outils collaboratifs. En fait, on savait qu'il y avait un besoin, puisque c'était exprimé par Fabienne, en nous disant qu'il fallait mettre en place un espace pour les collaborateurs, pour qu'ils puissent avoir accès à l'information, pour qu'ils puissent échanger, etc. On s'est juste basé sur ça, en fait. On n'a rien écrit. Bon, on s'est fait un peu engueuler, parce que c'était pas les bonnes méthodes. Donc, mais on n'a rien écrit. On a pris 2 collaborateurs. On leur a demandé qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait sur ce portail-là. Ils l'ont à peu près décrit, c'est eux qui l'ont fait. Et moi, en fait, j'intervenais juste pour les aider à s'organiser, donc au niveau du pilotage, à faire des tests avec eux, et c'est tout. Et on a pu livrer, on a mis 4 mois, voilà, pour sortir un portail collaborateur pour quasiment, à l'époque, 800 personnes, quoi. Donc on n'est pas du tout passé par des phases classiques de projet, et en fait on s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien. Dernier exemple en date, par exemple avec notre client le MEDEF, qui travaille également sur ce type de plateforme Microsoft, qui eux avaient vraiment l'habitude de travailler en cycle V, hyper réglé, etc. Là pour le coup, comme on avait des deadlines qui étaient très très courtes, on leur a dit ok, on peut faire. La seule chose, c'est que ne nous demandez pas d'écrire 250 pages de spécifications, puisque de toute façon, quand on aura fini d'écrire, vos besoins auront changé. Mais ça aussi, il a fallu. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec nos clients pour faire évoluer les mentalités, ce qui n'est pas simple. Ils sont encore très habitués à travailler dans ce mode-là, ou à recevoir 250 pages de spec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à lire, c'est juste l'enfer. En fait, il n'y a personne qui les lit. Mais ils nous signent, à la fin. Ils nous disent « Ah ouais, c'était vachement bien ». Mais quand on livre, ils nous disent bah non, mais en fait, le morceau qui était là, en fait, il ne nous sert à rien du tout. Par contre, ça, c'est hyper important. Mais ça, c'était un petit détail. On n'avait pas travaillé dessus. Donc, c'est un vrai travail de proximité. Et c'est pour ça que le chef de projet, dans la gouvernance des projets qu'on met en œuvre, est vraiment l'élément clé avec les commerciaux, avec les directeurs de projet, avec les techniciens et des consultants fonctionnels. Parce que c'est lui qui orchestre un petit peu tout ce travail. Et qui crée le lien vraiment très fort et l'intimité avec le client. La méthode de chiffrage est totalement différente. En fait, à chaque départ de sprint, il y a ce qu'on appelle un poker planning. C'est-à-dire que, je vais faire très simplement, on a une liste de tâches, et chacun des membres de l'équipe va estimer, sans le communiquer aux autres, le temps que va durer chacune de ces tâches que l'on va avoir. Donc, poker planning, c'est un petit peu comme si on avait des cartes. On prend une tâche A, tout le monde la retourne, 4 jours, 5 jours, 1 jour. Et là, pourquoi? Et justement, les méthodes agiles, c'est ce qui a facilité une vraie communication au sein de l'équipe, parce que si toi, tu as estimé, imaginons 6 jours et moi 1 jour, pourquoi? Peut-être qu'il y a des choses que moi, je n'ai pas vues. Peut-être que toi, tu n'as pas pensé aussi qu'on a déjà développé un module qui pouvait s'apparenter exactement à la même chose. Et au final, on pourrait faire du reusing. Enfin, on pourrait réutiliser ce qui avait déjà été fait. Donc, ça facilite vraiment ces échanges. Et lors de ce poker planning, on continue. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord, on n'abandonne pas. C'est-à-dire qu'à la fin de ce poker planning, on devra être d'accord et trouver une estimation de tâche. Enfin, une estimation sur une certaine tâche. Non. Enfin, tu rajoutes pas un delta parce que tu vas compter en fonction de points. Sur un sprint, tu vas dire, imaginons,
on peut produire 20 points. Avec l'équipe, on peut produire 20 points. Si sur le poker planning, tu vois que tu n'atteins pas ces 20 points lors de ce sprint, bah, tu sais forcément qu'il faudra retirer un item et cet item-là sera replacé par exemple au sprint d'après. Des questions? Il est couché. Oui. Vis-à-vis de ces méthodos, ça peut toujours faire peur aux clients au départ, parce qu'on pense que c'est des choses qui sont très chronophages à mettre en place, parce que les personnes, ça arrive dans certaines sociétés, c'est des dinosaures, eux souhaitent continuer le cycle V et pas faire justement d'agilité. Parce que eux, au départ, comme ils ne savent pas le mettre en place, ils considèrent ça comme un gros investissement au départ. Après, sur les personnes qui décident de faire le gap, sur les clients qui veulent bien, il faut savoir qu'avec les méthodes agiles, bon, on a 3 différents rôles. On a le product owner qui est un petit peu le client, le scrum master qui est un pseudo chef de projet qu'on appelle facilitateur et l'équipe. Et les relations que l'on a avec le scrum master et le product owner sont constantes parce que constamment on va lui demander quels sont vos besoins qu'il va falloir prioriser. On va souvent faire des réunions avec lui à la fin des sprints, c'est-à-dire qu'à la fin des sprints, on va faire les livraisons. Est-ce que c'est bien ça que vous attendiez? Oui. Et comme ces réunions se font toutes les 2 à 4 semaines, déjà on a déjà beaucoup de relations avec le client. Ce qui n'est pas forcément vrai sur des cycles V. On va peut-être avoir des petits comités de pilotage une fois par mois. Il existe aussi une dernière réunion on va dire en Scrum, en agilité, qui s'appelle la rétrospective de sprint. C'est-à-dire qu'à chaque fin de sprint, les membres de l'équipe, on peut aussi inviter le client, vont voir ce qui s'est mal passé en fait sur un sprint. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un retour d'expérience et on va tout mettre en place afin que lors du sprint d'après, on n'ait pas ces éléments qui ont pu nous perturber pour que tout se passe mieux à chaque fois lors de chaque sprint. Pour que la vélocité de l'équipe aille mieux aussi. C'est-à-dire mettre en place des conditions optimales pour que l'équipe produise mieux, pour que l'équipe ait un meilleur bien-être tout simplement. Et ça offre vraiment une vraie sérénité et un vrai échange avec les clients, un climat de confiance qu'on n'a peut-être pas forcément sur du cycle en V. En fait, globalement, sur le taux de satisfaction des clients qu'ils peuvent avoir par rapport à telle ou telle méthodologie, c'est pas spécialement la méthodologie qui va faire que, ça va être vraiment tout le lien et la proximité, la qualité du travail qui a été fournie en fait pendant cette période-là. Et quand vous avez un client qui a confiance dans l'équipe avec qui il travaille, donc dans son prestataire, je pense que Fabienne me rejoindra, on peut leur faire avaler et leur dire tout, même quand on a fait des erreurs, leur dire on s'est trompé, c'est arrivé à tout le monde. Qu'on ait 2 consultants qui soient complètement plantés sur leur chiffrage, qui n'ont pas pu livrer en temps et en heure, enfin voilà, des choses où on est tous dans la panade, mais le client, dès l'instant qu'il y a vraiment cet élément de confiance qui est créé, à partir de là, même dans les situations les plus difficiles, on arrive à avoir une satisfaction très très forte quand on arrive en fin de projet. Je vais compléter en une phrase. Je crois qu'un client et un chef de projet, un client en face de nous, il pardonne tout à partir du moment où on l'enfume pas. Donc si on lui dit... c'est pourtant comme ça que ça se passe. À partir du moment où on lui dit, voilà, on s'est planté et on assume. Et voilà comment on va s'y prendre, surtout pour sortir de la galère. En général, ça se passe bien. Là où ça se passe bien, c'est quand le client s'est aperçu à un moment donné que pour une raison ou pour une autre, on lui a caché quelque chose. Là, il ne pardonne pas et à juste titre, il a raison. Bon, moi, je vais devoir jouer les rabat-joie et vous couper parce qu'on avait 1 heure de présentation. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous présenter l'équipe recrutement, de vous expliquer un petit peu comment vont se dérouler les entretiens. Et puis ensuite, on sort tous discuter un petit peu et faire connaissance. Ça vous va? Ok, nickel. Alors, pour vous présenter l'équipe recrutement, vous avez Nan. Nan, montez sur scène l'équipe recrutement au fur et à mesure, histoire d'être bien identifié. Vous avez également Stéphanie. Oh, mais lève-toi au moins qu'on puisse.
Vous avez Anne-Lise. Vous avez Gaëlle, qui fait partie en fait de l'équipe PERM, puisque Experis IT, vous avez une partie ESN, donc entreprise de services numériques, anciennement SS2I, et une partie cabinet de recrutement. Donc Gaëlle vient du cabinet de recrutement. Vous avez Clément Lefebvre, qui nous vient d'Orléans. Virginie Beignet, qui vient également du cabinet de recrutement. Arnaud Testanière. Caroline Vitoz. Et voilà, l'équipe est au complet. Oui, après Christine et Aurélien, mais qui vous feront pas passer d'entretien, c'est les patrons en fait. Donc Aurélien qui dirige toute l'équipe présente ici et Christine en fait qui est son homologue en PACA et sur la partie RPO, donc sur tout ce qui est externalisation du processus de recrutement. Ah oui, Christine, tu nous as ramené une personne de ton équipe. Voilà, et on n'a pas emmené tout le monde. Voilà. Alors, comment va se dérouler d'un point de vue logistique, hein, c'est le truc hyper chiant, mais je suis obligée de vous en parler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter une petite fiche sur laquelle vous pourrez vous inscrire sur un créneau horaire. Vous avez le nom du chargé de recrutement ou du consultant en recrutement en haut. Donc regardez bien, s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, vous vous inscrivez sur son créneau. On va les mettre en compétition aujourd'hui. Et ensuite, vous passerez l'entretien tranquillement avec eux. On s'est dit que pour l'entretien, une demi-heure, ce serait suffisant. Si ça doit durer plus longtemps, il n'y a pas de souci, ça durera un peu plus longtemps. Ce qui va se passer, c'est que vous allez présenter votre parcours, que vous allez échanger ensuite avec la personne que vous allez rencontrer. Et ensuite, celle-ci vous fera un débrief, comme vous le disiez Fabienne, sur ce qui a été bien fait, ce qui pourrait être mieux fait. C'est pas des critiques, hein, c'est vraiment pour vous aider et vous parler des stages que nous, on a à proposer. Est-ce que ça vous convient? Bon, bah parfait. Dans ce cas, on va faire tourner les feuilles pour que vous puissiez vous inscrire. Et puis, bien évidemment, toute l'équipe et Stéphanie et Stéphane en particulier sont là cet après-midi pour que vous puissiez aussi avoir des échanges ou avec Inda et Vincent sur le métier, sur les technos, sur les méthodos, sur plein de questions. Donc voilà, si vous voulez continuer la discussion sur les méthodes agiles et autres plaisanteries du même genre, ils sont là pour ça.